La pluie contre les fenêtres du Crescent Moon Café n'était pas seulement un son. C'était un rythme, une percussion contre le verre historique du quartier français. Dehors, Urban Street était un flou néon. Son énergie bruyante habituelle était atténuée en un asphalte lisse et brillant. Mais ici, dans cette poche de minuit perpétuel, l'atmosphère était dense et chaude. L'air sentait le café de chicorée torréfié foncé, les vieux livres, et le nuage doux et réconfortant de sucre en poudre des beignets frais. Derrière le comptoir en acajou poli, Myriam se déplaçait avec une grâce tranquille et expérimentée. Elle était un pilier de cet endroit, faisant autant partie de son étrange charme que les lampes à gaz vacillantes sur les murs. Ses mains, calleuses par des années de service, à transporter des bacs, à saisir des pichets d'espresso chaud, à essuyer des tables en marbre, étaient rarement immobiles. Elle avait les yeux de sa grand-mère, disaient les gens, gentils, profondément observateurs, et détenant un soupçon d'une connaissance plus ancienne et plus tranquille. Myriam avait appris à lire les gens comme d'autres lisaient les dos usés des romans qui tapissaient le mur du fond du café. Elle captait les signes subtils qui en disaient long sur leur cœur, leur lutte, leurs besoins. Elle connaissait l'infirmière des urgences de nuit qui avait besoin de son double espresso avant de s'asseoir. La touriste au cœur brisé qui avait juste besoin de quelqu'un pour hocher la tête pendant qu'elle pleurait sur une assiette de pâtisserie intacte, et le musicien local qui ne commandait jamais que de l'eau du robinet, mais laissait toujours un pourboire généreux. Le Crescent Moon n'était plus qu'un café. C'était un sanctuaire, un espace liminal où les gens venaient non seulement pour le café, mais pour la chaleur d'être vraiment vus, même dans les heures les plus sombres. Ce mardi soir particulier commença comme n'importe quel autre. Le sifflement familier de la buse à vapeur, le faible murmure des conversations et les mélodies mélancoliques d'un saxophone flottant depuis la rue emplissaient l'air. Myriam se déplaçait entre les tables, remplissant les tasses, débarrassant les assiettes et offrant des sourires sincères qui avaient le pouvoir de percer même la plus épaisse des obscurités. Vers 2 heures du matin, alors que la ville retenait son souffle entre les fêtards de fin de soirée et les boulangers du petit matin, la cloche en laiton au-dessus de la porte tinta. C'était un son différent de d'habitude, pas le joyeux tintement des touristes, mais un bruit lourd et décisif. Un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant entra, apportant avec lui une rafale d'air froid et trempé de pluie. Il était impeccablement, presque anormalement immobile. Son costume n'était pas seulement cher. Il était confectionné dans un matériau sombre qui semblait absorber la lumière de la pièce. Il était taillé dans un style qui semblait vieux de plusieurs siècles, mais d'une netteté impossible. Il était grand, et sa présence était si imposante que tout le café sembla se taire, les conversations et le cliquetis se figeant momentanément. Mais ce n'était ni son costume, ni son immobilité qui retenaient l'attention de Myriam. C'était sa posture. Il semblait las, non pas de la fatigue d'une longue journée, mais de l'épuisement profond d'une longue vie. Ses cheveux foncés étaient parfaitement coiffés, mais ses yeux portaient le poids de quelqu'un qui avait oublié comment se reposer, et en dessous, un désespoir frénétique et brûlant. Derrière lui, presque entièrement caché dans son ombre imposante, se trouvait un garçon d'environ 10 ans. L'enfant se déplaçait lentement comme si chaque pas exigeait un effort monumental. Son teint pâle n'était pas seulement pâle. C'était une porcelaine lumineuse et translucide, presque bleue sous les chaudes lampes à gaz. Myriam remarqua immédiatement comment il gardait une petite main faiblement pressée contre sa poitrine, comme s'ils se maintenaient ensemble. L'homme, clairement son père, le guida vers le coin le plus sombre avec un soin protecteur, presque féroce, le soin de quelqu'un qui avait appris à anticiper les problèmes à chaque tournant. Alors que Myriam s'approchait de leur table avec des menus et son sourire le plus chaleureux et le plus désarmant. Elle entendit l'homme parler à voix basse et urgente dans un smartphone élégant et moderne qui semblait étrangement déplacé dans sa main. « La résonance est en train de faiblir », disait-il, une froide frustration se glissant dans sa voix, qui avait un léger accent européen indéfinissable. « Êtes-vous absolument certain que nous n'avons rien manqué dans les codex ? Jeudi est inacceptable. Il ne tiendra pas jusqu'à jeudi. » Quand il raccrocha le téléphone, Myriam put voir l'inquiétude gravée profondément sur ses traits aristocratiques. « Bienvenue au Croissant de Lune », dit Myriam doucement, en posant des verres d'eau glacée. « Une force de l'habitude. Que puis-je vous servir pour commencer ce soir ?» Mais même en parlant, ses yeux expérimentés captaient des détails qui allaient bientôt s'avérer bouleversants. Le garçon, que son père présenta discrètement comme Orion, tenta un sourire courageux et fragile en regardant le menu. Mais l'œil exercé de Myriam capta ce que d'autres auraient pu manquer. Sa respiration était alarmante de superficialité, et toutes les quelques minutes, un tremblement traversait sa petite silhouette, le forçant à se déplacer inconfortablement dans la banquette tapissée de velours. Quand son père, qui ne donna son nom que comme Sylvain, sortit dans la cour balayée par la pluie pour prendre un autre appel urgent et furieux. La façade d'Orion commença à s'effriter. Tout semblait si lumineux,
murmura Orion, bien que Myriam remarqua qu'il faisait seulement semblant de lire le menu. Ses petits doigts de porcelaine tremblèrent légèrement alors qu'il tendait la main vers son verre d'eau, grimaçant lorsque ses doigts touchèrent la condensation. « Tu te sens bien, mon chéri ?» demanda Myriam, sa voix tombant à un quasi-murmure. Elle ne glissa pas dans la banquette. Elle sentait l'aura protectrice froide du père même à distance, mais elle se pencha plus près, imprégnant ces mots de l'autorité douce de quelqu'un qui savait ce que c'était de prendre soin des fragiles. « Tu as l'air un peu froid. » Orion jeta un coup d'œil vers la fenêtre où son père faisait les 100 pas, le téléphone pressé contre son oreille. Ça forme une silhouette rigide contre la brique humide. « Papa dit que les guérisseurs sont juste très prudents, » dit-il. Mais sa voix portait l'incertitude creuse d'un enfant, essayant de se convaincre autant que quiconque. « Ma poitrine me fait parfois mal, mais ce n'est probablement rien de grave. » Les instincts de Myriam, affûtés non seulement par des années de service, mais par l'étrange savoir folklorique transmis dans le journal manuscrit de sa grand-mère, commencèrent à envoyer de discrètes alarmes dans son esprit. Elle avait lu des symptômes comme ceux-ci dans des passages qu'elle avait toujours considérés comme des fantaisies. Mais en voyant le garçon devant elle, elle vit la combinaison. La façon dont il tenait sa poitrine, la respiration superficielle, le pouvoir presque translucide, peu clair, et puis elle le vit. Le seul détail qui fit que l'air se bloqua dans ses poumons. Quand Orion cligna des yeux, ses yeux, d'un violet profond et magnifique, révélèrent un léger réseau arachnéen de lumière bleue argentée dans le blanc. C'était là pour une fraction de seconde, une carte vaine de quelque chose qui n'était pas humain. Quand Sylvain revint à la table, Myriam remarqua les profondes rides d'une ancienne inquiétude qu'aucune quantité de pouvoir ou de richesse ne pouvait cacher. « Les alchimistes sont tous occupés », expliqua-t-il à Orion, forçant un optimisme dans sa voix qui était cassant et aigu. « Mais nous verrons le conseil à Prague jeudi. Ils sont les meilleurs du monde. » Alors que Myriam prenait leur commande, un simple thé aux herbes avec du miel pour Orion, qui prétendait ne pas avoir faim, et un café noir pour Sylvain, qui semblait avoir besoin de s'ancrer dans le monde mortel. Elle se retrouva à étudier l'enfant. Sa grand-mère avait toujours dit que parfois la chose la plus importante que l'on puisse faire était de faire confiance à l'ancienne connaissance, et à ce moment-là, chaque instinct que Myriam possédait lui criait que jeudi pourrait être une éternité trop tard. Pendant un moment de calme, alors qu'elle débarrassait une table adjacente, elle s'approcha de Sylvain avec une diplomatie prudente, comprenant l'équilibre délicat entre aider et outrepasser. « Je ne veux pas m'immiscer, monsieur, » commença-t-elle doucement, sa voix juste pour lui, « mais je suis dans cette ville depuis longtemps. J'ai vu beaucoup de parents inquiets, beaucoup de gens cherchant des réponses qu'ils ne peuvent pas trouver. » Elle fit une pause, puis se lança. « Parfois, quand on aime quelqu'un à ce point, on sait juste quand quelque chose ne va pas, n'est-ce pas ?» Sylvain leva les yeux de son café intact, ses yeux sombres s'aiguisant avec une intensité dangereuse. Mais sous la menace, Myriam vit ce qu'elle avait vu chez tant d'autres, le poids brut et terrifiant de la peur. « Les médecins disent que c'est une simple fatigue de la lignée, » dit-il, sa voix un grondement sourd. Une rareté chez un si jeune mais gérable. Mais sa voix trahissait ses propres doutes. Il gère cela depuis des semaines, mais cela s'est accéléré depuis hier. Le cœur de Myriam se serra pour cet homme étrange et puissant, qui luttait clairement contre ses propres instincts en faveur d'un protocole médical qui échouait. Puis-je demander ce que les guérisseurs ont dit exactement ? Alors que Sylvain expliquait, ou plutôt obfusquait avec des termes vagues comme « défaillance de résonance » et « épuisement d'essence », Myriam gardait les yeux sur Orion. Le garçon avait cessé de faire semblant d'être intéressé par son thé. Il tenait sa poitrine plus fréquemment, et puis un signe subtil mais indubitable fit accélérer le pouls de Myriam. Elle ramassait des assiettes de la table, ses mains pleines de céramique et de couverts. Une seule fourchette de table argentée lui échappa. Elle ne tomba pas par terre. Elle claqua bruyamment contre le plateau de marbre de la table à côté de la leur. Ce n'était qu'un son. Orion cria. Ce n'était pas une crise de colère d'enfant. C'était un hurlement aigu et fin de pure agonie. Il se plia en deux, tout son corps se contractant, serrant sa poitrine comme si le son de l'argent avait été un coup physique. Sylvain fut sur ses pieds en un instant, sa chaise s'envolant en arrière, ses yeux clignotant d'un rouge profond et surnaturel avant de retrouver leur état sombre et inquiet. Orion. Mais Myriam était figée. La réalisation la frappa comme un coup physique. Elle laissa tomber le reste des assiettes, le fracas résonnant dans le café maintenant silencieux. Elle s'en fichait. Elle savait ce que c'était. Elle avait lu le passage 100 fois, pensant que c'était un conte de fées. Le journal de sa grand-mère rempli de remèdes contre la fièvre, le chagrin et d'autres choses. La page qu'elle avait mémorisée enfant parce qu'elle sonnait si étrange. Quand le vieux sang devient pâle comme la porcelaine, quand le souffle devient peu profond comme un étang d'hiver et que les yeux montrent la toile d'argent. Ce sont les signes. Mais le test et l'écho. Quand le son de l'argent les frappe comme un coup,
sachez que la cendre et la décoloration ont pris racine. Vous n'attendez pas les spécialistes. Vous n'attendez pas jeudi. Vous agissez. Ce n'était pas juste un mal de ventre. Ce n'était pas une fatigue de lignée. Monsieur, dit Myriam, sa voix tremblante mais gagnant une nouvelle force urgente. Elle marcha directement vers leur table, ignorant les regards des autres clients. Sylvaine, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Il la regarda, son calme brisé, son regard assez aiguisé pour couper. Je ne suis pas médecin, dit-elle, rencontrant ses yeux. Et je ne sais pas ce qu'est un guérisseur, mais je sais ce que je viens de voir. Et je pense que je sais ce qui ne va pas avec votre fils. Le visage de Sylvaine devint blanc, d'une pâleur nette et dangereuse. Qu'avez-vous dit? Les médecins n'ont pas vu ce que j'ai vu. Myriam l'interrompit, sa voix douce mais ferme, faisant écho aux mots de la serveuse dans l'histoire qui l'avait inspirée, mais avec un nouveau contexte terrifiant. Il n'est pas juste malade, cette chose. Le son de l'argent. Ça l'empoisonne. Ma grand-mère a écrit à ce sujet. Elle l'appelait la décoloration cendrée. Orion gémit doucement, se pliant à nouveau alors qu'une autre vague de douleur le frappait. La toile bleue argentée dans ses yeux s'enflamma visiblement cette fois. Les yeux de Myriam rencontrèrent ceux de Sylvaine, et à ce moment-là, elle vit l'amour d'un père ancien l'emporter sur chaque protocole et procédure qu'il avait suivi. Il la regarda, une serveuse humaine dans un café ouvert 24 heures sur 24, comme si elle était la seule oracle restante au monde. « Que pensez-vous que je devrais faire » demanda-t-il, sa voix à peine audible. Mais Myriam pouvait entendre le changement. Il était enfin prêt à faire confiance à ce que son cœur lui disait depuis le début. « Je pense, dit Myriam, le cœur battant contre ses côtes, que vous ne pouvez pas l'emmener à l'hôpital, et jeudi est trop tard. Le journal, il dit que le remède est spécifique. Ce n'est pas un médicament. C'est un processus, et il doit être fait maintenant. » Sylvaine passa à l'action avec la détermination d'un roi. « Vous avez raison, dit-il, soulevant la forme incroyablement légère d'Orion dans ses bras. Il regarda Myriam, ses yeux anciens se fixant sur les siens, la voyant pour la première fois. « Merci d'avoir fait confiance à votre instinct quand j'étais trop aveugle pour faire confiance au mien. » Il se tourna pour partir, mais Myriam attrapa sa veste et le journal en cuir usé de sa grand-mère derrière le comptoir. « Attends, appela-t-elle en courant après lui. Tu ne sais pas quoi faire. Yeah. Je crois que si. Le journal l'explique. Je viens avec toi. » Sylvaine s'arrêta à la porte, la pluie et le vent fouettant son costume impeccable. Il la regarda, cette humaine courageuse et étrange. « Venir avec moi, ce n'est pas comme aller à l'hôpital en voiture, enfant. Où allons-nous? Ce n'est sur aucune carte. » Il n'a pas le temps, dit Myriam fermement, serrant le journal contre sa poitrine. « C'est ton fils. Laisse-moi t'aider. » Sylvaine la fixa pendant une longue seconde, sans ciller. Puis il hocha la tête, une décision finale sombre prise. « Alors tiens bon, » ordonna-t-il d'un ton qui n'admettait aucune discussion. Il la serra fermement d'un bras, l'autre tenant son fils. Et tandis que les autres clients regardaient, perplexes, le trio ne sortit pas sous la pluie. Ils entrèrent dans l'ombre de l'embrasure et disparurent simplement. La transition n'était pas un pas. C'était une chute. L'air chaud et humide de la nuit de la Nouvelle-Orléans disparut, aspiré des poumons de Myriam et remplacé par un froid écrasant. Les bruits de la pluie, le saxophone lointain, le sifflement de la machine à expresso, tout avait disparu. Il n'y avait qu'un silence pressurisé et assourdissant, un vide qui ressemblait moins à un lieu qu'à une absence. C'était la sensation d'être au fond d'un océan sombre et glacial. Son estomac se révolta, et elle aurait crié, mais l'air était trop dense pour respirer. Elle serra le journal contre sa poitrine, le cuir usé étant son seul ancrage à la réalité. Le bras de Sylvaine était un bandeau de fer autour de sa taille, le seul point de stabilité dans le non-espace. Elle pouvait sentir la puissance froide et désespérée émanant de lui, et sous cela la forme fragile et tremblante de son fils, tenue protectrice contre sa poitrine. Et puis, aussi soudainement que cela avait commencé, cela se termina. Les pieds de Myriam heurtèrent un sol non pas de linoléum usé, mais de marbre froid et résonnant. La pression disparut, et elle haleta, aspirant le nouvel air dans ses poumons. C'était faux. L'air était vicié, froid, et portait l'odeur de la poussière ancienne, du papier sec, et un léger goût métallique, comme de l'ozone ou du vieux sang. Elle cligna des yeux, ses yeux luttant pour s'adapter. Ils n'étaient plus dans le café douillet et bien éclairé. Ils étaient dans un hall si vaste qu'il semblait impossible. Un lieu d'arches gothiques et de contreforts élancés qui disparaissait dans une obscurité si haute qu'elle aurait pu être un ciel nocturne. La seule lumière provenait de grappes de bougies noires épaisses brûlant avec des flammes d'une étrange nuance de bleu, étrangement stable. Le silence ici était différent aussi.
Non pas l'absence de son, mais sa présence, le poids oppressant des millénaires. Monseigneur, vous êtes revenu. La voix était sèche, comme du vieux parchemin frottant la pierre. Deux figures émergèrent des ombres, leurs formes semblant se figer de l'obscurité elle-même. Ils n'étaient pas humains. L'une était une femme, ancienne et sévère, drapée dans de lourdes robes de velours sombre qui semblaient absorber même la faible lumière des bougies. Son visage était un masque de dédain aristocratique, sa peau aussi pâle que celle de Sylvaine, mais ses yeux contenaient une froide fureur académique. L'autre était un homme, plus mince et plus agité, portant quelque chose qui ressemblait à un tablier d'érudit en cuir par-dessus son costume anachronique. Il portait un astrolabe en laiton avec lequel il jouait nerveusement. Ils ignorèrent tous deux complètement Myriam, leurs yeux fixés sur la petite forme molle dans les bras de Sylvaine. La résonance s'effondre comme prévu, déclara la femme, sa voix dénuée d'émotion. Nous vous avions prévenu que l'excursion à Prague était une distraction. Le garçon doit être mis en stase. Il s'éteint, Seigneur Sylvain. Ajouta l'homme, sa voix plus aiguë et nasale. La guilde des alchimistes est d'accord. L'anomalie s'accélère. Nous devons contenir. Vous vous tairez, tous les deux. La voix de Sylvaine était un grondement grave et dangereux, résonnant dans la vaste salle. Ce n'était pas la voix du père inquiet du café. C'était le commandement d'un roi. Les deux êtres anciens reculèrent, inclinant la tête en signe de déférence. Ce n'est qu'alors que leurs yeux froids et lumineux tombèrent sur Myriam. La lèvre de la femme se retroussa. « Monseigneur, vous avez apporté de la nourriture. » « C'est une invitée, corrigea Sylvain, la voix tendue. Il plaça doucement, presque avec révérence, Orion sur une longue table en marbre noir qui dominait le centre de la salle. Le garçon semblait encore plus petit, plus fragile dans cet endroit froid et monstrueux. « Vous avez amené un humain dans le sanctuaire, » siffla l'homme, son agitation l'emportant sur sa peur. « La Kenta Menaschen. » Cet humain, interrompit Sylvain, se tournant pour leur faire face, son ombre s'étirant longue et menaçante dans la lumière bleue, est la seule personne en 2 mois à avoir offert un diagnostic au-delà de vos théories incompétentes de défaillance de résonance. Il fit un geste vers Myriam, qui tremblait, serrant son journal si fort que ses jointures étaient blanches. « Elle a vu ce que vous n'avez pas vu, » continua Sylvain, sa voix baissant. « Elle a nommé ce que vous ne pouviez pas. Elle l'a appelé la décoloration cendrée. » L'effet des mots fut instantané. L'homme nerveux laissa tomber son astrolabe, le laiton claquant bruyamment sur le marbre. Le visage de la femme ancienne, autrefois un masque de froid dédain, se fractura d'incrédulité et d'une lueur de peur. « C'est impossible, » murmura la femme. « Cendre et décoloration est un mythe. Un conte de fées pour les petits. Cela n'a pas été vu depuis. »« Ce n'est pas un mythe, » dit Myriam, sa voix tremblante mais retrouvant un fil de force. Elle fit un pas en avant, s'éloignant de la protection de l'ombre de Sylvaine. « C'est ici. » Elle posa le journal de sa grand-mère sur le bord de la table de marbre, ses doigts calleux feuilletant les pages fragiles tachées d'encre. Les 2 médecins regardèrent le livre comme s'il s'agissait d'un déchet. « Vous feriez confiance à cela, un grimoire de superstition paysanne, plutôt qu'au savoir combiné du conclave, » cracha la femme. « Ma grand-mère n'était pas une paysanne, » rétorqua Myriam, sa peur étant rapidement remplacée par une colère protectrice. C'était une guérisseuse, et elle a écrit la vérité. Elle trouva la page, son doigt traçant l'élégante écriture cursive fanée. « Regardez », elle tourna le livre vers eux. Elle écrivit, le test et l'écho. Quand le son de l'argent les frappe comme un coup, sachez que la décoloration cendrée a pris racine. J'ai laissé tomber une fourchette argentée. Et il a crié. Ce n'était pas le son, c'était l'argent. Sylvain regarda ses guérisseurs. Et quelles ont été vos conclusions? Qu'il était sensible au son à haute fréquence? Vous vous êtes trompés. Il leur tourna le dos, un geste de renvoi ultime, et fit face à Myriam. Ses yeux, maintenant adoucis de roi à père, étaient désespérés. Que faisons-nous? Ton livre, que dit-il? Les mains de Myriam tremblaient encore. Le remède n'est pas un médicament. C'est un processus, un rituel. Il dit qu'il faut extraire le parasite. Il a besoin d'une base, l'UL de la page, sa voix gagnant en assurance. Il a besoin de la racine du nombre lunaire, de l'imaille de fer forgé à froid, et d'une distillation de pure immobilité. L'alchimiste mâle ricana en fait. Ombre lunaire, c'est juste de la morelle. Fer forgé à froid. C'est juste du fer. C'est de l'herboristerie. Alors trouve-moi l'herboristerie. Sylvain rugit, sa patience esse puissant. Si vous avez ces ingrédients paysans, vous irez les chercher maintenant. Les 2 créatures anciennes disparurent, leur fierté luttant contre leur terreur de Sylvaine.
La femme, Isolda, lança à Myriam un dernier regard de pure haine avant de se dissoudre dans les ombres. Le silence s'abattit sur la salle, rompu seulement par les respirations superficielles et sifflantes d'Orion. Myriam se précipita au chevet du garçon, ses instincts de soignante prenant le dessus. Elle toucha doucement son front. C'était glacial. « Il est si froid », murmura-t-elle. Sylvaine se plaça à côté d'elle. La différence de leur échelle était vertigineuse, l'ancien et puissant roi vampire et la jeune serveuse dans ses baskets usées. Il la regardait non pas comme un roi, mais comme un homme. Il la vit ranger une mèche de cheveux derrière son oreille, son front plissé de concentration alors qu'elle relisait le journal, complètement inconsciente du pouvoir monstrueux se tenant à quelques centimètres d'elle. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-il, sa voix maintenant calme, dépouillée de sa rage. « Tu devrais être terrifiée. Tu devrais courir. » Myriam leva les yeux, ses yeux gentils et observateurs rencontrant les siens. « Oh, je suis terrifiée », admit-elle, un rire tremblant lui échappant. « Croyez-moi, cet endroit ressemble à un rêve dont je ne peux pas me réveiller. » « Mais quoi ?»« C'est juste un enfant, » dit-elle, en hochant la tête vers Orion. « Et vous au café ? Vous aviez l'air de ma mère quand mon frère s'est cassé le bras. » Juste terrifiée et si sûre que personne n'écoutait. Elle regarda de nouveau le journal. « Ma grand-mère disait toujours, le pire sentiment au monde n'est pas d'être malade. C'est d'être malade et seul. » Il n'est pas seul. Sylvaine resta silencieux pendant un long moment, la regardant. Il avait vécu plus de 1000 ans. Il avait commandé des armées, bâti des empires et vu les étoiles tourner dans leurs courses. Il était habitué à ce que des êtres se recroquevillent devant lui ou essaient de le flatter ou de le tuer. Il n'était pas habitué à cela, cette empathie humaine simple et profonde. C'était un langage qu'il avait oublié depuis longtemps. Il se retrouva complètement, dangereusement fasciné. Les deux médecins revinrent, les bras chargés d'objets. La femme portait un paquet de racines sombres et flétries. L'homme tenait une petite boîte en fer et une fiole en cristal qui semblait contenir un vide parfait et lourd. Ils les jetèrent sur la table avec un mépris mal dissimulé. « Les ingrédients » ricana la femme. « Et maintenant, petite sorcière ? Dansons-nous sous la lune ?» Myriam l'ignora. Elle se tourna vers Sylvain. « Le livre dit que nous avons besoin d'un laboratoire, d'un endroit pour les lier. Il faut un creuset et une flamme. » L'alchimiste, dont le nom était Magnus, se redressa, son orgueil académique blessé. « Un creuset ? Une demande de simplet. Nous avons des laboratoires qui peuvent défaire la lumière. » Il regarda Sylvain. « Monseigneur, permettez-moi. Si nous devons jouer cette mascarade, faisons-le au moins avec précision. » Sylvain hocha la tête. « Emmène-nous. » Magnus les conduisit de la grande salle par un escalier en pierre en spirale, qui semblait descendre au cœur même de la terre. L'air devint plus chaud, sentant le soufre, les sables mouvants et d'étranges épices piquantes. Ils entrèrent dans une vaste pièce circulaire. C'était le rêve d'un alchimiste, des étagères garnies de fioles lumineuses, de cornues bouillonnantes, de cartes des constellations, et une grande machine en laiton et cuivre de tuyaux et de lentilles en son centre. « L'aérium n'est pas préparé pour cela, » murmura Magnus. « Nous n'avons pas besoin de ça, » dit Myriam, en désignant un simple établi en marbre robuste avec un bassin en pierre et un bec binçant. « Nous avons besoin de ça. » Magnus parut positivement insulté, mais le regard de Sylvain le fit taire. Pendant l'heure suivante, Myriam devint une conductrice improbable. Elle n'était plus serveuse. Elle était la descendante de sa grand-mère. Écraser les racines, pas avec du métal, avec de la pierre, ordonna-t-elle. Et l'ancienne femme, Isolda, broya la belladone avec un mortier et un pilon, ses mouvements raidis par la rage. Le fer, il doit être rasé, pas broyé, fin, comme de la poussière. Sylvain, le roi vampire, prit le bloc de fer froid, et de ses mains nues, commença à le racler avec une lime alchimique. Ses mouvements précis, sa force surhumaine produisant une poudre fine et scintillante. Myriam elle-même prit la fiole d'immobilité, et suivant les instructions du journal, commença un processus de distillation minutieux, ajoutant des gouttelettes d'eau purifiée à la substance semblable au vide, qui siffla et fuma. Ils travaillèrent dans un silence tendu. Les seuls sons étaient le raclement du fer, le broyage de la pierre et le bouillonnement du distillateur. Myriam, Sylvain et les deux anciens vampires se concentraient tous sur une seule tâche, liés par les gribouillis du journal d'une femme morte. Finalement, les composants étaient prêts. Un tas de pâtes de racines sombres, un petit monticule de poussière de fer scintillante et un bécher de liquide parfaitement et anormalement clair. « Maintenant quoi ?» demanda Sylvain, ses mains tachées de fer, inhabituellement immobiles. Myriam lut le dernier passage de cette section. Il dit « Liez les trois avec le feu,
l'ombre, la terre et l'immobilité. Qu'il ne fasse qu'un. C'est la base. Elle mélangea soigneusement les 3 composants dans un lourd creuset en fer. Le mélange était une épaisse boue noire inerte. D'accord, dit-elle en reprenant son souffle. Maintenant la flamme. Elle plaça le creuset sur le brûleur et alluma la flamme. La concaction siffla. Elle bouillonna. Une fumée violette noire nocive s'éleva, sentant l'ozone et la décomposition. Orion, même depuis l'embrasure de la porte où Sylvain l'avait allongé sur un lit de camp, laissa échapper un cri faible et douloureux. La toile bleue argentée dans ses yeux s'enflamma, et il commença à trembler. Ça marche, dit Myriam, le cœur bondissant. Il est en train de le dessiner. Il est en train d'attirer le parasite. Mais tandis qu'elle regardait, le bouillonnement ralentit. La fumée s'amincit. Le mélange, au lieu de s'activer, commença à refroidir, se figeant en une croûte noircie inutile. Non, murmura Myriam, frénétiquement, en augmentant la flamme. Oh Alès. Isa, la vieille femme laissa échapper un rire sec et cruel. Bien sûr, ça a échoué. Nous vous l'avons dit, Seigneur Sylvain, le remède populaire des humains est un échec. Vous nous avez divertis. Maintenant, emmenons le garçon en stase avant qu'il ne soit perdu pour de bon. Orion halta, son petit corps s'arquant dans un spasme silencieux et agonisant. La lumière argentée dans ses yeux vacilla comme une étoile mourante. Sylvaine regarda le creuset raté, puis Myriam, son espoir, qui avait été si vif, se transformant en cendres. « Myriam, murmura-t-il, sa voix se brisant. Que avons-nous manqué ?» Les yeux de Myriam parcouraient la page, ses mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine lire. « Je ne sais pas, il disait que c'était la base. »« La base ?»« Ce n'est pas l'étape finale. » Elle tourna la page. « Oh mon Dieu !»« Quoi ?» demanda Sylvaine, se précipitant à ses côtés. « Qu'est-ce que c'est ?» Il est dit que la base est juste le récipient, balbutia-t-elle, le visage pâle. Elle est inerte. Elle a besoin d'un allumeur. Elle a besoin d'un cœur de chaleur donné librement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'un cœur de chaleur? Qu'est-ce que ça veut dire? La respiration d'Orion s'arrêta. La lumière argentée dans ses yeux s'éteignit. Il est parti, dit Isolda, sa voix neutre. Non, souffla Sylvain, son monde s'effondrant. Non, cria Myriam, fixant le journal, puis sa propre main, puis la boue inutile et figée dans le creuset. Un cœur de chaleur, donné librement. Oh, mon Dieu, je crois que je sais. Un cœur de chaleur donné librement, répéta Myriam, les mots ayant un goût étrange dans sa bouche. Elle regarda la boue noircie et inutile dans le creuset. Elle regarda les anciens et puissants guérisseurs qui ne voyaient que l'échec. Elle regarda Sylvaine, sa façade royale brisée, révélant le cœur brut et brisé d'un père. Et elle regarda Orion, sa petite poitrine immobile, l'argent dans ses yeux maintenant un vide mort et sombre. Donnez librement, murmura-t-elle à nouveau. Ce n'était pas une énigme. C'était une instruction. Myriam, qu'est-ce que c'est? Supplia Sylvaine, sa voix un râle rauque. Qu'est-ce que c'est? Il a besoin d'un cœur humain, dit Myriam, la voix tremblante mais résolue. Pas pour le prendre, mais pour l'enflammer. La base n'est que de l'amadou. Il a besoin d'une étincelle humaine vivante et chaleureuse. C'est la seule chose que vous n'avez pas ici. La chaleur. Isolda, l'ancienne guérisseuse, s'avança, les yeux plissés. Quoi? Que insinuez-vous, humaine? Voulez-vous dire? Il a besoin de mon sang, dit Myriam, la coupant. Elle rencontra le regard de Sylvaine. Et à ce moment-là, elle n'avait plus peur de lui, ni de cet endroit, ni des ombres. Le journal est de la magie populaire. C'est littéral, un cœur de chaleur. Mon cœur est chaud. Mon sang est chaud. Et je le donne. Sylvaine recula, comme s'il avait été frappé. Non, je ne le ferai pas. Je ne vous demanderai pas cela. Il doit y avoir un autre moyen. Il n'y en a pas, cria Myriam, en désignant le berceau. Il ne respire plus. Librement donné, Sylvain. Vous ne pouvez pas le prendre. Je dois l'offrir. Nous n'avons pas le temps. Elle a raison, monseigneur, dit Magnus, l'alchimiste, sa voix tremblant d'une nouvelle et étrange excitation. La base est inerte parce qu'elle manque d'un catalyseur mortel vivant. C'est du génie. C'est de la magie de base, de la magie de caniveau. Mais du génie, tais-toi, rugit Sylvaine, déchirée. Il regarda le corps immobile de son fils, puis le visage déterminé de Myriam. Myriam n'attendit pas sa permission. Elle se tourna vers Isolda. « Donne-moi un couteau. »
Les lèvres minces d'Isolda se tordirent en un sourire cruel. Ceci, elle le comprenait. C'était un sacrifice. Elle sortit un petit scalpel d'argent incroyablement aiguisé d'un pli de ses robes et l'offrit, manche en premier, à Myriam. « Fais vite, petite sorcière, bien qu'il soit déjà trop tard. » Miriam ignora la moquerie. Sa main, celle qui avait essuyé des tables et servi du café il y a à peine 1 heure, était ferme. Sylvaine regarda, son visage un masque d'agonie, alors qu'elle pressait la lame contre sa propre paume. Elle ne broncha pas, traçant une ligne profonde et nette sur sa ligne de vie. Un sang rouge vif, étonnamment vital, jaillit. Elle serra le poing au-dessus du creuset de fer, laissant son sang couler sur la boue noire et froide. « Ceci n'est pas pris, » dit Myriam, sa voix résonnant d'un étrange pouvoir dans l'ancien laboratoire. « Ceci est donné. » Dès que les premières gouttes touchèrent le mélange, il s'enflamma. Ce n'était pas un incendie. C'était une implosion de lumière. Une colonne d'énergie d'or blanc pur jaillit du creuset. Une chaleur si intense que ce n'était pas de la chaleur du tout, mais une présence. La fumée violette nocive fut brûlée, remplacée par une odeur d'ozone, de fer, et étrangement, de pluie sur le pavé chaud. L'odeur de la vie. Ça marche, halta Magnus, protégeant ses yeux. Ce n'est pas suffisant, rétorqua Isolda en désignant. Le mélange, il rejette le garçon. Elle avait raison. La lumière d'or blanc était brillante, mais elle était contenue dans le creuset. Elle n'atteignait pas Orion. Le journal, balbutia Myriam, la tête tournant à cause de la soudaine perte d'énergie. Il est allumé, mais il n'est pas connecté. Sylvaine était à ses côtés, sa vieille main froide soutenant son bras. Qu'est-ce que ça veut dire, Myriam? Myriam regarda sa main ensanglantée, puis le lit de camp. Le sang est l'allumeur, mais le cœur. Le cœur est le pont. Avant que Sylvaine ne puisse l'arrêter, elle se libéra de son étreinte. Elle courut les quelques mètres jusqu'au lit de camp, la main tendue. « C'est un parasite, n'est-ce pas ?» dit-elle, sa voix un halètement désespéré. « Il est attiré par l'argent. Mais l'argent est mort. Il a besoin de vie. » Elle plaqua sa paume ensanglantée à plat contre la poitrine d'Orion, juste au-dessus de son cœur immobile. La connexion fut instantanée. La lumière d'or blanc dans le creuset, maintenant nourrie par son sang, trouva sa cible. Un arc d'énergie brillant, aussi lumineux qu'une torche de soudeur, jaillit du creuset et frappa Myriam dans le dos. Il la traversa, et tout son corps fut englouti dans une aura dorée aveuglante. Elle hurla alors que le pouvoir l'envahissait, 1000 volts de vie pure et sanctifiée. Et puis il s'écoula d'elle, à travers sa main ensanglantée, aidant Orion. Le petit corps du garçon se cambra hors du lit de camp, son dos s'arquant dans un spasme violent et agonisant. Il laissa échapper un cri qui n'était pas le sien. C'était un son aigu, fin et métallique. Le son du parasite. « Tiens bon, mon chéri », pleura Myriam, appuyant de tout son poids, la lumière la brûlant, l'énergie la vidant. « Tu dois te battre. »« Batte-toi. »« C'est trop fort », cria Sylvaine, s'approchant pour la tirer. « Ça va te tuer, Myriam. Ça va te vider. »« Non » hurla Myriam, les yeux fermés. « Ce n'est pas en le tuant avec de l'argent. C'est en le surpassant. C'est de l'empathie, Sylvaine. C'est ma chaleur contre son froid. Aide-moi. » Sylvain se fija. Il regarda la jeune fille humaine brûlant d'une lumière que les siens ne pouvaient toucher, se sacrifiant pour son enfant. Il avait vu des millénaires de guerre, de magie, de pouvoir. Il n'avait jamais vu cela. Il plaça ses propres mains froides et puissantes sur celles de Myriam, ajoutant sa force, sa volonté, son commandement royal désespéré, canalisant sa propre énergie sombre et ancienne en elle, non pas pour combattre le parasite, mais pour soutenir le vaisseau. La force combinée était assourdissante. La lumière dorée se transforma en un vortex, puis la décoloration cendrée se brisa. Des yeux d'Orion, de sa peau pâle, de ses lèvres, un torrent de lumière bleue argentée, semblable à une toile, fut aspiré. C'était une chose vivante, sensible, une créature de froid et de faim, et elle hurla alors qu'elle était tirée de son hôte. Elle coula comme un éclair inversé le long du bras de Myriam, à travers elle, et dans le creuset blanc incandescent qui l'attendait. Le creuset s'embrasa. Une dernière impulsion blanche aveuglante. La lumière disparut. Le son s'arrêta. Et la boue noire à l'intérieur du creuset, maintenant remplie de la lumière bleue argentée capturée du parasite, se refroidit et durcit instantanément, scellant la créature à l'intérieur d'une prison de fer noir solide. Silence. Un silence absolu et profond. Myriam s'effondra.
Sa force disparut, tombant sans os sur le sol de pierre. Sylvaine ne la rattrapa pas. Il était figé, ses yeux fixés sur le lit. Orion était immobile, absolument immobile. La lumière était partie. Le froid était parti. Monseigneur, murmura Isolda, s'avançant, le visage cendré. Il est un petit, un halètement aigu. La poitrine d'Orion se souleva. Il prit une profonde inspiration rauque et tremblante. Sa peau de porcelaine, autrefois d'un bleu translucide maladif, était maintenant d'un pâle sain et vibrant. Il prit une autre inspiration, et une autre, et ses joues se rougirent d'une légère vie rosée. Père. Sylvain tomba à genoux au chevet du lit, son ancienne contenance aristocratique se brisant en 1000 morceaux. Il ne parla pas. Il tendit simplement une main tremblante et la posa sur la tête de son fils, ses épaules tremblant sous la force de 1000 ans d'émotions refoulées. Les yeux d'Orion s'ouvrirent en battant. Ils n'étaient plus un vide mort et rempli de toiles. Ils étaient d'un violet clair, brillant et curieux. La décoloration cendrée avait disparu. Père, murmura Orion à nouveau, un petit sourire endormi effleurant ses lèvres. J'ai fait un étrange rêve. Il y avait une dame. Elle était chaude. Ce n'est qu'alors que Sylvain sembla se souvenir. Il se retourna. Myriam était allongée sur le sol, pâle, épuisée, sa main en désordre sanglant. Mais elle souriait, un sourire faible et fatigué. Sylvaine fut à ses côtés en un instant. Il regarda Isolda et Magnus, qui fixaient la scène. Leur vision du monde entier, leur millénaire de connaissances arcaniques rendue totalement obsolète. Dehors, commanda Sylvain, sa voix douce, mais plus dangereuse que n'importe quel cri. Vous deux, votre savoir n'est rien. Vos conclaves sont poussière. Vous êtes renvoyés. Ils s'inclinèrent, leur visage un mélange de honte et de terreur, et disparurent, les laissant tous les trois seuls dans le laboratoire. Sylvaine souleva doucement et avec révérence Myriam du sol, comme si elle était faite du verre le plus fragile. Il la fit asseoir sur un banc de pierre, puis prit sa main ensanglantée. Il n'utilisa pas de magie. Il n'appela pas de guérisseur. Il se dirigea vers une armoire, en sortit un linge propre, un bol d'eau et un pot de simple baume aux herbes. Il s'agenouilla devant elle, le roi vampire, s'agenouillant devant la serveuse humaine, et commença à nettoyer sa blessure. « Toi, tu l'as sauvée, dit-il, d'une voix rauque, ses yeux ne quittant jamais sa main. Après toute ma puissance, mes guérisseurs, ma richesse, c'était toi. C'était ma grand-mère, murmura Myriam, son énergie revenant. Et toi, tu es celle qui a été assez courageuse pour faire confiance à une superstition paysanne. Il finit de bander sa main, son toucher incroyablement doux. Il leva les yeux vers elle, et ses yeux anciens n'étaient plus froids, ni puissants, ni désespérés. Ils étaient nouveaux. J'ai offert la richesse de mon guérisseur, le pouvoir, les terres. Que puis-je t'offrir, Myriam? Je suis un roi. Demande-moi n'importe quoi. Un palais, de l'or, la vie éternelle. C'est à toi. C'était le moment, la récompense du conte de fées. Myriam regarda sa main bandée, puis l'homme ancien, beau et fatigué devant elle. Puis elle regarda le lit, où Orion s'endormait déjà d'un sommeil véritable et sain. Elle sourit. Je ne veux pas de palais, et je crois que j'aime mon cœur chaleureux là où il est. Je veux juste rentrer chez moi. Elle fit une pause. Je crois que je suis en retard pour mon service. Sylvain la fixa. Et puis, pour la première fois en peut-être 500 ans, il rit. C'était un son grave et rauque, mais c'était réel. Bien sûr, dit-il en se levant. Il lui tendit la main. Non pas en roi à un sujet, mais en homme à un ami. Permettez-moi de vous emmener. Le voyage de retour ne fut pas la chute froide et terrifiante qu'il avait été auparavant. Il lui tenait la main, et cette fois les ombres étaient chaudes, et en l'espace d'un seul battement de cœur, ils se tenaient non pas dans le sanctuaire, mais dans le silence pluvieux de l'aube naissante de l'allée derrière le croissant de lune. La ville se réveillait. Un camion de boulanger passa en grondant, emplissant l'air de l'odeur du pain frais. « Il ira bien » demanda Myriam, serrant sa main bandée. « Il ira bien » dit Sylvain. Il était enveloppé dans les ombres de l'allée, mais il semblait moins une créature de la nuit et plus simplement un homme, réticent à dire au revoir. « Toi, tu nous as sauvés tous les deux, Myriam. » Il recula, et les ombres commencèrent à le reprendre. « Sylvain » cria-t-elle, l'arrêtant. « Oui. Est-ce que je te reverrai ?» Il resta silencieux un long moment. « Mon fils aime beaucoup les beignets. J'imagine qu'il voudra te remercier comme il se doit. » Et puis il disparut. Myriam rentra dans le café, la clochette tintant. Sa collègue, qui venait d'arriver pour son quart du matin, la regarda. « Nuit difficile, Marie. »
Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Myriam sourit simplement, ramassant son tablier. Quelque chose comme ça. Quelques nuits plus tard, Myriam travaillait le quart de nuit. Le café était calme, juste quelques touristes et l'infirmière de nuit habituelle. La cloche au-dessus de la porte tinta, un son poli et doux. Myriam leva les yeux et son cœur manqua un battement. C'était Sylvain, mais pas lui. Il n'était pas le roi. Il portait un simple pull en cachemire foncé et un jean foncé. Il avait l'air normal, incroyablement beau et terriblement normal. Et il tenait la main de son fils, Orion. Le garçon n'était plus une poupée de porcelaine. Il était vibrant, ses yeux violets brillants de curiosité, ses joues affichant une rougeur saine et humaine. Il portait un petit caban et ressemblait à n'importe quel autre enfant. Ils s'assirent dans une banquette. Myriam s'approcha, son bloc-notes à la main, son cœur battant la chamade. « Bienvenue au croissant de lune, dit-elle, la voix étranglée. « Bonjour, Myriam, dit Sylvain, et son sourire était chaleureux. Nous aimerions 2 commandes de beignets et un café noir, s'il vous plaît. Et un chocolat chaud, ajouta Orion, sa voix claire et vive. Avec beaucoup de crème fouettée. Myriam rit, l'écrivant. Ça arrive tout de suite. Quand elle apporta les commandes, Sylvain la regarda, son expression sérieuse. Mes guérisseurs, dit-il, sa voix basse. Ceux que vous avez rencontrés. Ils étudient le journal de votre grand-mère. Ils réapprennent. Ils vont bien ? Demanda Myriam, surprise. Ils sont humiliés, dit Sylvain. Ce qui pour eux est une éducation nouvelle et précieuse. Ils ont passé 1000 ans à chercher des réponses complexes dans des équations et des textes anciens. Ils ont vu mon fils comme un spécimen, une énigme à résoudre. Il tendit la main sur la table, ses doigts effleurant doucement sa main bandée. Vous avez juste vu un enfant. Vous avez vu un père qui avait peur. Vous ne nous avez pas regardés en voyant des monstres. Vous avez juste vu des gens. Myriam s'assit sur la banquette en face d'eux. Ma grand-mère a toujours écrit que l'ingrédient le plus important n'était pas l'herbe ou la racine. C'était l'intention. Je suppose que la plus grande sagesse ne réside pas dans ce que l'on sait. Sylvain termina sa pensée, ses yeux anciens fixant les siens. C'est dans ce que l'on est prêt à voir. Il sirota son café. Orion, le visage couvert de sucre glace et de crème fouettée, lui sourit. La leçon, réalisa Myriam, était simple. Dans un monde rempli de guérisseurs qui ne pouvaient pas guérir, d'experts sans réponse, et de rois impuissants, la plus grande force, la seule magie qui comptait vraiment, était celle dont sa grand-mère avait écrit tout le temps. Ce n'était ni le pouvoir, ni la connaissance, ni l'immortalité. C'était l'acte courageux, simple et révolutionnaire de regarder un autre, aussi différent soit-il, et de choisir de se connecter. C'était la compassion, et c'était le seul pont qui pouvait jamais enjamber l'obscurité impossible entre 2 mondes.